skeptical. You can have a little faith in that little fat feels like it's just. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison de votre talk qui s'intéresse au monde de la tech et Technominds. Et pour ce premier rendez-vous, nous sommes sur le KIC Festival à Namur, le KIC qui est partenaire depuis le début de ce talk. Pour ceux qui ne connaissent pas le KIC, c'est le festival qui réunit à chaque automne des artistes, des designers, des passionnés de technologie autour des cultures créatives et numériques. Et la thématique de cette année, c'est Boom Boom Check. Alors entendez par là l'univers sonore et acoustique en interaction avec l'art, les sciences, la technologie. Et justement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce talk. Et avec nos invités, nos 4 invités ici sur le plateau, je vous les présente. Alors, juste en face de moi, on a Shadi Abousaria pour le Creative Lab Miam Miam, fondateur. Alors, donc, Miam Miam, c'est une agence audiovisuelle qui combine art, technologie et narration. On peut résumer ça un peu comme ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça, voilà. Alors, à tes côtés, on a Pierre-Blaise Dionnet qui nous vient de France. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors toi, tu es fondateur de Cinégramme, une start-up française. Ton truc à toi, Pierre, c'est de visualiser la musique, on peut dire ça comme ça aussi ? Oui, voilà, très simplement, on rend la musique visuelle et logique en utilisant la synesthésie et des algorithmes sémantiques auto-apprenants. Voilà, on expliquera tout ça tout à l'heure un peu plus en détail. Alors, je continue sur le même canapé. Benoît Dokwang. Alors, Benoît alias Asian Rocky, pour ceux qui te connaissent, musicien et vidéaste belge. Tu mélanges musique avec vidéo et narration aussi. Tu as notamment travaillé avec Roméo Elvis, pour ne citer que lui. Et tu as aussi produit des web-séries avec la RTBF. Hybride, c'est peut-être un peu le mot qui te convient, non ? Qui te décrit. Oui, on pourrait dire ça. Peut-être un peu moins technologique que mes 2 collègues de canapé. Mais oui, j'aime bien mélanger un peu tous différents médias, la musique, la vidéo, et explorer tout ça de manière un peu autodidacte. Donc voilà. Et alors, à côté de moi, de last but not least, Delphine Jeannard, une habituée du Talk Technominds. Alors, Delphine, toi, tu es responsable stratégie et développement au KIC, mais également coordinatrice de la dynamique régionale WEC. Tu nous expliques un peu ces 2 piliers de l'écosystème wallon dans les industries créatives et numériques. Oui, donc voilà, le KIC, on est en plein cœur du festival qui bat son plein jusque dimanche et c'est aussi un endroit vraiment excellent, une plateforme vraiment de visibilité pour les créatrices, les créateurs digitaux, les entreprises, les artistes, parce qu'en Belgique et en Wallonie, on a vraiment un vivier très très riche et donc le KIC, c'est vraiment l'occasion de leur donner la parole, de leur donner de la visibilité, on va en parler ici avec nos invités aujourd'hui, et d'animer l'écosystème créatif numérique wallon autour de toute une série d'enjeux. Et comme tu l'as dit, cette année, on a vraiment mis le focus sur l'innovation dans le son, dans le rythme. Et donc voilà, ça promet vraiment des belles surprises encore jusque dimanche. Pourquoi le son, pourquoi le rythme cette année ? Chaque année, on essaye d'être un peu différent. Absolument. Et puis parce que au départ, on revient à quelque chose de très organique, de très aux origines, quoi. Parce que le son, il est partout. Vous démarrez le bébé dans le ventre de sa maman, jusque les rythmes tribaux, les sons dans la ville, vraiment les sons qui nous environnent. Et on se rend compte qu'en fait, au départ du son, il y a beaucoup d'innovations, avec l'IA aujourd'hui notamment, qui se déploie. On se rend compte aussi que la musique, par exemple, c'est un vecteur de socialisation très très fort sur les réseaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment une très belle thématique qu'on a voulu explorer cette année. Eh bien voilà, plongeons dans cette thématique justement tous les 5 et commençons par explorer. Eh bien, je vous propose comment le son et la technologie peuvent se rencontrer pour créer des expériences immersives. Je pense à toi, Shadi, tu développes un nouveau projet. Ce projet, c'est le projet avec lequel tu es sur le KIC cette année, c'est SphereX 360. Explique-nous un peu, c'est quoi ce SphereX ? En quoi il se différencie peut-être de ce qui existe déjà sur le marché ? Alors justement, dans SphereX, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de terminologies que tu as utilisées qui sont les terminologies les plus importantes dans le son, dans la musique et dans la créativité sonore. C'est marrant parce qu'en fait, dans toute l'évolution du cinéma et dans tous les autres secteurs, moi j'aime plutôt du cinéma
cinéma initialement, c'est souvent le son qui a toujours mis du temps à arriver et à se développer. Et étonnamment, dans le milieu de la VR, il y a eu des innovations sonores qui s'appellent l'Ambisonic, l'HRTF, le Dolby Atmos et d'autres, qui sont des technologies très poussées pour la vulgarisation sonore 360. Et j'ai voulu apporter une vision très créative en me disant si on pouvait avoir le contrôle total du son, reprendre le contrôle du son et se permettre de faire des réglages aussi absurdes que soient-ils ou très réalistes, mais sans avoir de surconsommation de CPU, surconsommation technologique et de grosses formations sur des logiciels. Et j'ai repris le contrôle en créant un moteur à partir de zéro, en quittant toute la logique de la physique qui existe actuellement, qui est une physique appliquée, mais qui a tendance à toujours vouloir être réaliste. Et j'ai souvent entendu en fait certains réalisateurs dire mais quand je demandais au studio de faire ceci à l'arrière, je n'y avais pas accès. On me disait que le moteur sonore ne le permettait pas. Et je me suis rendu compte au fil des années en fait que le moteur était normalisé. Et le fait d'être normalisé ne donnait pas accès à l'innovation et à la créativité. Donc j'ai repris le contrôle, j'ai enlevé tout, j'ai recommencé à mathématiques zéro et on a vraiment travaillé couche par couche, rajouté des éléments. Et aujourd'hui, on a un outil très souple, très léger et qui nous permet de faire des tas de choses. Et ça vaut la peine de venir sur le stand, de tester. J'adore voir la réaction des gens et les critiques positives et négatives qui permettent de construire la suite. Mais c'était vraiment une volonté de si on décidait de mettre par exemple un pitch dans un son au niveau de l'arrière et que la voix disparaissait un petit peu ou quelque chose un petit peu fou dans l'artistique du son, qu'on puisse le faire et ne pas se dire c'est infaisable, le moteur ne le permet pas. Le moteur aujourd'hui il est souple, on fait ce qu'on veut avec. C'est vraiment l'immersion par le son, l'immersion à 360 degrés, plus que voilà, ces petits écouteurs où on a déjà un petit peu expérimenté. Là, il y a vraiment toute cette dimension artistique derrière qui vient différencier un peu de ce qui existe aussi, quoi. Tout à fait. Et quand vous parlez des écouteurs, il y a un élément important, c'est que les écouteurs, on les associe souvent au son spatialisé. C'est vrai. Parce qu'on a le binaural qui est une technologie, alors je ne vais pas aller dans tous les détails, n'hésitez pas à faire des recherches, mais le binaural est la sensation la plus immersive qu'on peut avoir avec le son, sauf qu'il est sur un plan 2D. C'est-à-dire que quand on bouge, le son bouge avec nous, parce qu'on le met avec le casque. Ensuite, il y a eu les cousins, que j'appelle ça les cousins du binaural, qui sont des technologies qui sont censées se rapprocher très fort du binaural, mais en orienté dynamique en 360. Et donc, on a les développements de moteurs sonores comme Dolby, etc. Et ces moteurs, justement, vont restituer un son immersif, le plus immersif, qui est vraiment bluffant. Hein. C'est pas du tout une question de concurrence par rapport à ce genre d'éléments, mais c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être dans le vrai. Et cette immersion, elle est pleine, mais elle n'est pas enrichie, à mes yeux en tout cas. Et moi, j'avais fait plusieurs expériences où je me disais, tiens, c'est marrant, en fait, je me retourne jamais en disant, c'était derrière. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Et donc là, je travaille sur un autre aspect, c'est cette spatialisation par la psychoacoustique. Donc j'ai des intentions où je parle au cerveau des gens et je les éduque dans les premières secondes pour leur créer une cartographie de comment je représente le son ou quelqu'un pourra représenter le son avec l'outil. Et votre cerveau suit et est habité par l'élément et ça se passe bien. Alors petit élément, justement, la grosse particularité, c'est que le casque, c'est bien, mais ça marche aussi sans le casque. Sans le casque. Et j'ai fait des démos face à 120 personnes et ça a fonctionné. Il faudra venir tester ça Avec sur plaisir. le kick tout le week-end. Alors là, si on est plus dans la sensation du son, je vais dire ça comme ça, chez toi, Pierre, on est plus dans la visualisation du son grâce à la synesthésie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop ce mot, ce concept, c'est visualiser le son grâce à des couleurs, des objets. Explique-nous un peu. Oui, voilà. La synesthésie, c'est la convergence des sens. Donc, après, donc nous, Cinégramme, c'est issu d'un programme de recherche et développement au sein de mon studio d'art qui s'appelle CityCheck, où la synesthésie est l'un des axes d'exploration, en fait. Donc, c'est pas... on fait beaucoup de choses artistiques aussi. On a une approche artistique de la synesthésie où on a développé une méthodologie, en fait, qui permet, par exemple, de voir le parfum. Donc on va avoir une intention, on va dire qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce que l'on veut comprendre. Donc voir le parfum, c'est hors de la thématique, mais il y avait un autre sujet qui était voir la musique et comprendre la musique. Donc on a développé tout un langage qui permet de visualiser la musique en des formes logiques. On va utiliser des représentations mathématiques simples en développant une image mentale qui va permettre de comprendre la structure harmonique, les mouvements harmoniques, des choses comme ça. Et ça, c'est un travail sur la sémantique. Donc c'est la notion de compréhension, mais
on a aussi une approche émotionnelle. Parce on compose beaucoup de musique, par exemple cinématique, pour les films. J'ai un associé qui s'appelle Charlie Nguyen Kim, qui est un grand compositeur, qui travaille pour les productions hollywoodiennes, etc., où on va travailler le visuel et la musique simultanément pour faire des expériences sensorielles. Là, on travaille sur une expo au Luxembourg qui s'appelle Icy Music, où on va faire converger l'immersion, donc on est à 360 degrés, et la compréhension. C'est-à-dire qu'on va créer des sensations à travers du VFX et de la musique qui sont synchronisées de manière cinématique. Et progressivement, on va avoir la révélation du langage où on va avoir les formes. Donc, je peux en parler 15 ans ou je peux vous montrer. Donc, je ne sais pas s'il y a une caméra, mais c'est par exemple de voir la musique selon des formes où on a placé les 12 notes de la gamme sur un cercle et on va pouvoir voir, quand on joue, des ensembles de notes, des accords, des formes qui vont être associés à des émotions. Voilà, donc je pense que ça répond à ta question. Voilà, tout à fait, totalement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a quelques visuels. Donc, pendant que vous parlez, Voilà. on illustre un peu, comme ça, voilà, les spectateurs peuvent Faut vous voir plutôt que d'en parler, en fait. Voilà, c'est pas toujours facile. Dis-moi, toi, Benoît, est-ce que ces nouvelles technologies, enfin, ces deux inventions ici dont on parle, ça te parle, toi, dans ton univers créatif à toi de tous les jours? Est-ce que, voilà, en entendant parler tes deux compères là juste à côté, tu te dis super intéressant, moi ça me parle totalement, ou c'est pas du tout le genre de choses sur lequel toi tu t'embarques? Oui, ça m'intéresse vraiment. C'est pas les choses que je me vois intégrer quotidiennement dans ma pratique, parce que je pratique, disons, des médias plus traditionnels. Le média que j'ai le plus travaillé, je pense que c'est le clip musical, donc quand même à l'intersection entre la vidéo et le son, mais disons destiné vraiment au grand public, puisque c'est des choses qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je pense que ma pratique, elle est quand même fortement impactée par les avancées technologiques, parce que, par exemple, moi j'ai pu commencer à faire de la vidéo et du clip quand j'étais encore aux études, donc il y a 15 ans, je dirais, parce que justement c'est le moment où les caméras, comme les caméras qu'on voit ici sur le plateau, ont commencé à devenir accessibles, là où avant cette époque-là, pour faire un clip, il fallait une équipe de tournage, il fallait une caméra à 30 000 €. Et moi, je suis vraiment arrivé à ce moment où, en fait, avec une caméra domestique, on va dire amateur, on pouvait avoir un rendu qui était du moins semi-professionnel. Et du coup, c'est des avancées que maintenant je suis aussi au jour le jour, parce que je sais que c'est ça qui va fortement impacter l'image et les capacités que j'ai à créer en solo, parce que je travaille en équipe, mais je travaille aussi beaucoup seul. Donc clairement, ici, je pense que c'est encore un cran plus loin, parce que c'est des technologies qui sont encore plus avancées. Mais je pense d'ici qu'à un quelques moment, années, voilà, pourquoi pas, finalement. peut-être que d'ici quelques années, ces technologies pourront aussi impacter le grand public, et que juste avec son téléphone, on va pouvoir vivre des expériences et faire évoluer le média de manière intéressante. Voilà, on en parlera tout à l'heure en termes d'accessibilité, justement, toute cette nouvelle technologie, est-ce qu'elle rend plus accessible ou pas les choses au grand public. Petite Je peux dire un truc? Oui, En fait, l'immersion, il y a un truc qui est intéressant dans l'immersion, c'est quand on fait oublier les gens la technique, en fait. la technologie, C'est- oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu es pris dans un truc où on va toucher le cœur des gens par l'émotion. La musique, c'est l'émotion avant tout. C'est l'approche cinématique, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre, que l'on a au fond du cœur. Et l'immersion permet d'accompagner ça, en fait. Et je pense que c'est important d'arriver à effacer tout l'aspect production derrière. Dans le clip, tu veux que les gens pensent à ton idée, et pas les gens qui disent mais comment il a fait. Non, mais clairement, je suis tout à fait Dans le son, d'accord. c'est pareil. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est le travers des professionnels, généralement, quand on regarde quelque chose. Moi, je le vois bien, quand je regarde quelque chose de télévisuel, etc. Parfois, j'oublie ce qui se dit pour regarder le côté technique derrière. Mais ça, je crois que c'est les travers professionnels. Mais c'est bien quand on arrive à oublier, justement, toute la technique Il y a autour. par exemple une expérience qu'on a développée. C'est une immersion où on a la multi-interactivité, musique et mouvement. Donc, va y avoir des musiciens qui vont performer live, qui vont créer des champs de particules très très organiques. Il va y avoir une danseuse qui va pouvoir interagir avec ça. Et quand on fait des expériences comme ça, on prévient pas le public de ce qui se passe, parce que c'est à eux de découvrir. On va pas leur expliquer l'aspect technique, on va pas les prévenir. Ils vont se dire ah mais tout est organique, tout est synchronisé, et voilà.
C'est juste un petit aparté. L'immersif total, Voilà, c'est ça exactement. qui est chouette et justement on parle d'immersion. Le kick c'est ça aussi finalement, J'allais ça rebondir vous, là-dessus. ça vous connaît bien au kick l'immersion. Tout à fait. Et c'est vraiment fabuleux d'entendre ces discussions qui commencent déjà à se construire sur le plateau parce que c'est vraiment l'objectif du kick de créer une plateforme, de faire en sorte que tous ces créateurs, ces créatrices viennent, expliquent ce qu'elles font et qu'on permette vraiment les conditions de la rencontre et vraiment on joue vraiment ce jeu des porosités, quoi, des intersections, de voir effectivement Benoît qui vient peut-être d'un secteur entre guillemets plus traditionnel mais qui va effectivement être tout à fait intéressé par des développements tels que ceux de Shadi et de Pierre. C'est vraiment l'objectif ici du kick de générer et de Wake à travers l'écosystème, c'est de générer de la nouveauté, de l'innovation au frottement justement des activités des uns et des autres, au frottement des disciplines aussi, des arts, des sciences, des technologies. Donc voilà, on est vraiment au cœur du sujet kick. Oui, c'est ça. Et en plus, justement, moi j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on choisit les œuvres, les gens qui vont venir sur le Kick Market? C'est un travail de toute une année. On réfléchit peut-être déjà à l'année prochaine, là, Oui, pour le moment. complètement. Et en fait, on n'arrête jamais. Donc notre directrice artistique, Marie Duchastel, fait le tour du monde, va vraiment faire de la veille. Gilles Basler aussi, très attentif, il voyage beaucoup. L'équipe est très attentive, on mène une veille vraiment de tous les instants. En fait, on est vraiment, nous, dans l'économie de la connaissance. Donc c'est vraiment notre travail, c'est d'être ouvert, de voir les innovations, d'aller sourcer comme ça, alors à la fois l'international, mais aussi chez nous, parce qu'on veut être une plateforme de visibilité pour nos créateurs. Donc ça, c'est super important. Et donc voilà, donc effectivement, on est tout le temps comme ça en veille permanente et c'est ça qui donne vraiment pour la 14e édition, l'année prochaine on fêtera les 15 ans déjà du kick puisqu'il s'est créé en 2011, c'est ça qui donne vraiment la singularité au festival. Tout à fait, que ce soit comme tu le disais au niveau international mais au niveau local aussi, ça crée des porosités comme tu dis, des relations, des rencontres et tu parlais de Wake, qu'on comprenne un petit peu mieux Wake, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la continuité du kick toute l'année, c'est un peu ça aussi de créer du lien entre toutes les startups de l'industrie créative et numérique à l'échelle wallonne, c'est ça? Oui, vraiment. Oui, qui a été donc lancé au début de l'année 2024 avec un peu un call to action dont on a trouvé une nouvelle source d'énergie en Wallonie, c'est la créativité numérique. Et en fait, oui, c'est Namur vraiment qui est ville créative. Namur est ville créative UNESCO des arts numériques et d'ailleurs qui accueille la réunion mondiale des villes créatives UNESCO cette année sur le festival. Et donc on est vraiment parti de ce constat. En fait, on a un vivier de dingue. On est vraiment très très riche ici sur la thématique. Je pourrais vous sortir quelques noms d'entreprises qui ont développé effectivement des innovations dans le domaine du son et qui sont vraiment made in Wallonia. Mais parfois, et comme souvent, on est soit trop humble ou soit peut-être par le fait de ne pas avoir cartographié, réuni et visibilisé ces richesses, on n'est pas trop conscient de ça. Et donc, oui, qui est parti de ce constat, il y avait vraiment un besoin de à la fois mapper le territoire, identifier qui fait quoi et créer ces conditions de rencontre pour que les innovatrices, les innovateurs dans le domaine du son rencontrent ceux qui travaillent dans le domaine de l'image, rencontrent dans des domaines plus traditionnels et vraiment donc travailler cet effet de communauté, de la créativité numérique. Créer des ponts, aller ensemble à l'international sur les foires, sur les salons, se connecter à d'autres écosystèmes. Rien que cette année-ci, on est allé à Austin au South by Southwest, on est allé à Osaka au Japon. Que Cinégramme connaît bien South by Southwest. Je pense que vous avez été lauréat, non, avec Cinégramme, ouais. Oui. Et on a été lauréat à Osaka aussi. À Osaka, sur l'Expo universelle, sur le pavillon belge. Voilà, on est allé à Londres aussi, au South by Southwest Londres. On fait vraiment beaucoup de déplacements pour à chaque fois aller vraiment vendre notre scène créative numérique à l'international, générer de la valeur parce que oui, on est dans les arts, on est dans la culture, mais on est dans l'économie aussi. Et ça, c'est important aussi qu'on puisse vraiment être performant sur ce sujet-là. C'est important pour vous aussi, tous ces festivals. Est-ce que c'est moteur de créativité? Est-ce que ça donne envie de pousser encore plus loin? Expliquez-moi un peu. Alors moi c'est assez simple, Delphine on s'est un peu rencontrés comme ça, donc moi j'avais eu Xavier Wilmans avec qui on avait fait donc c'est Tiny Big Story, je lui fais un petit coucou parce que il avait fait faire appel à moi pour un événement à Mons et en fait on avait créé le triptyque de Jérôme Bosch avec La Tentation en full animé pour le musée du Mudia qui est une vraie belle œuvre, vraiment superbe, sur un écran de je crois que c'est 60 ou 70 pouces tactile, les enfants adorent, les familles adorent, les familles jouent ensemble et on s'est rencontrés sur ce cadre
cadre-là. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce moment-là. Parce que quand on est créatif et qu'on est dans nos bureaux, moi j'ai un chouette bureau à Flagey, mais je l'appelle ma grotte artistique parce que je suis dedans, j'invente des trucs. Et en fait, vous savez, j'ai rencontré Delphine et à une discussion, elle m'a posé une question, elle m'a dit « Est-ce que c'est la première fois que tu développes une solution ?» Et je lui réponds tout simplement « Bah oui, en fait, oui. » Et au moment où je lui dis ça, je regarde, je fais, bah en fait, l'année passée, et en fait, depuis que je suis tout petit, j'invente des trucs. Sauf qu'il y a 15 ans, j'ai développé des technologies, je ne vais pas les citer maintenant parce que ça devient long, mais elles sont sorties aujourd'hui, il y a des gens qui font des millions avec, et je les ai développées il y a 15 ans, et pendant 15 ans, il n'y a rien eu. Et je me suis vraiment dit, bon, cette fois-ci, Spherix, je fais un brevet, et on a eu l'occasion de se voir à plusieurs événements, et particulièrement en Wallonie, pour le moment, avec le Click à Mons, il y a eu pas mal d'événements, je me suis retrouvé à l'IBC, je me suis retrouvé à Vienne aussi, et en fait, tous ces rencontres font de la confrontation. On a de la richesse d'avoir de la critique positive aussi bien que négative, de pouvoir faire grandir nos projets, de connecter avec des gens, de rencontrer des gens. De voir que d'autres personnes travaillent peut-être sur des projets un peu similaires et finalement se nourrir peut-être aussi. C'est possible, j'ai de la chance, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas pour le moment, c'est génial. Mais j'ai eu des discussions avec des gens qui utilisent l'ambisonique, etc., et qui m'ont dit, nous on utilise ça tous les jours, puis ils ont testé mon truc, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est génial. Et donc je suis très, très content de ces échanges. J'ai aussi eu des critiques négatives qui me disaient moi je comprends pas, ou comment ça fonctionne, et du coup je réfléchis, est-ce que c'est le lien, enfin bon, esthétique. Par contre, pour les écosystèmes, ce qui est extraordinaire, c'est que loin de là l'idée que les artistes sont isolés. Alors oui, on a souvent cette sensation d'isolement. On est parfois dans des écosystèmes qui sont un peu des macro-micro-systèmes. Et ce qui est incroyable, c'est que ces macro-systèmes dans lesquels on existe en fait, on est les mêmes qu'on est une fois qu'on est sur un festival, sont juste exponentiels une fois qu'on rentre dans des systèmes, des écosystèmes comme le Wake, comme le Click et d'autres. Moi, je suis à Play Brussels aussi. Faut multiplier finalement les contacts, les plateformes, les festivals de ce genre. Même sensation pour toi, Pierre ? Oui, ça a été très court, hein, mais faut trouver les événements qui nous correspondent aussi. C'est ça aussi. Las Vegas, pour nous, le CES, c'était pas du tout ce qui nous intéressait. C'était très produit, alors que nous, on a quelque chose qui est quand même, c'est assez intellectuel, voire philosophique même. Et nous, l'effet cliqué, ça a été Austin. 2024, j'y vais pour sentir la vibe, comprendre comment ça fonctionne. Et 2025, on a gagné ce prix de l'innovation qui, du jour au lendemain, te met sous le spotlight. Et voilà, il faut rentrer dans le bon univers. Et aussi, ce que tu disais, c'est quand tu es dans un événement où les gens reçoivent bien ce que tu dis et qu'ils comprennent ce que tu fais, comme ici. J'adore la vibe ici. Tu te sens un peu moins seul. Et puis voilà. Et puis les opportunités. Nous, on a vraiment eu un effet cliqué énorme. On était trois zinzins français sans investisseurs. On a eu le temps d'expliquer ce qu'on faisait avec des personnes qui étaient là pour écouter. Intéressé par ça. Voilà. Et voilà. Parfois, juste un aparté, c'est que parfois, sur certains événements, on te donne très peu de temps pour expliquer ce que tu fais. Il faut jouer le jeu. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir un lieu où tu peux échanger longuement. Le South by, c'était comme ça. Ici, c'est pareil. Voilà. D'être capable d'expliquer ce qu'on fait en 30 secondes, en 3 secondes, en 5 minutes, en 10 minutes, en une demi-heure, en 2 heures, etc. Ici, la latitude est laissée ici, ça c'est chouette. Benoît, j'imagine que toi, tu viens sur le festival, tu es là aujourd'hui pour aller chercher l'inspiration, aussi voir un peu ce qui se fait, j'imagine. Ouais, c'est pas la première fois que je viens et c'est vrai qu'à chaque fois c'est l'occasion de pouvoir sortir un peu de ce qu'on connaît et surtout pour moi qui suis dans on va dire une industrie plus classique ou qui est régie par des codes, je veux pas dire stricts, mais voilà, un clip, on sait ce que c'est, on sait quelles sont les limitations qu'on peut avoir sur les réseaux, sur YouTube. C'est l'occasion peut-être de découvrir des nouvelles possibilités et peut-être aussi intéressant d'avoir ces inspirations pour pouvoir proposer quelque chose de différent parce qu'on sait que dans l'industrie dans laquelle je travaille, il y a de plus en plus d'offres, il y a des clips, il y a des choses qui de plus en plus, c'est la guerre du contenu et donc ça peut être l'occasion justement d'avoir des idées pour arriver à
attirer démarquer. l'attention, voilà, se démarquer de la masse, on va dire. Et justement, tu parlais d'accessibilité tout à l'heure. Cette technologie, même si elle reste encore pointue aujourd'hui pour certaines, dans quelques années ne sera peut-être plus aussi pointue et de niche, deviendra peut-être beaucoup plus généralisée. C'est ça aussi, la technologie, c'est pouvoir à un moment parler rien qu'à des pros et puis d'ici peut-être quelques mois ou quelques années en parler à tout un chacun. Mais oui, il y a ça aussi. Enfin, dans l'émission du KIC, c'est aussi de travailler sur la culturation, sur la littératie numérique, la littératie médiatique. On s'adresse évidemment à un public de professionnels. On a beaucoup d'entreprises, des délégations internationales, des conférences. Mais le KIC, c'est aussi vraiment, ça a vraiment dans son ADN de toucher les familles, de toucher les étudiants, les enseignants, les citoyens. Et en se disant, en fait, tous ces outils-là, il y a aussi un enjeu d'expression, de liberté d'expression, de démocratie culturelle, de pouvoir porter sa voix, porter les messages qu'on a envie de porter. On est quand même dans une économie créative, mais vraiment de plateforme où il faut effectivement se distinguer, mais aussi où on peut pousser sa singularité, exploiter la technologie pour le faire. Et donc, ce sont vraiment des balises et même des valeurs fondamentales qui nous guident. Et d'ailleurs, cette année-ci, il y a quand même un élément super important dont on a pas mal parlé à l'occasion de la réunion mondiale des villes créatives UNESCO, c'est qu'on fête les 20 ans de la Convention de l'UNESCO pour la protection de la diversité culturelle, qui a été écrite en 2005. Donc, ça veut dire dans une ère pré-algorithme, pré-IA générative, etc. Et aujourd'hui, le texte est en train d'être revu parce qu'il y a vraiment des enjeux énormes de continuer à défendre nos singularités culturelles, les niches culturelles. Ici en Belgique, on sait bien, on connaît bien ça avec, on a le français, le néerlandais, l'allemand. On a accueilli des luxembourgeois qui, eux, avec le luxembourgeois, c'est encore plus une niche. Et donc, comment dans ces univers hyper numérisés, ces plateformes, on continue à valoriser les cultures locales et pas se retrouver dans un écosystème informationnel qui lisse, qui homogénéise et qui peut vraiment mettre en danger cette biodiversité créative. Donc vraiment des valeurs hyper importantes aussi qu'on porte au niveau du KIC et au niveau de Wake, évidemment. Évidemment. L'accessibilité, vous aussi, c'est quelque chose à laquelle on pense dans la création ou pas spécialement à ce stade-là? Le premier qui prend la parole. Tout ce que vous venez de dire me parle beaucoup, parce que nous, on est sur la démocratisation de la musique. La compréhension, l'éducation musicale, c'est quelque chose qui est réservé à une petite partie de la population, c'est-à-dire qu'on accède à l'éducation musicale soit parce qu'on a un tonton cool qui joue dans un groupe de rock, soit parce qu'on a des parents qui peuvent avoir le temps et l'argent d'envoyer leurs enfants dans une école de musique, etc. C'est quelque chose qui n'est pas accessible. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on est. Il y a l'accessibilité, on va dire, financière, mais il y a aussi l'accessibilité mentale. C'est-à-dire que nous, notre ambition depuis très longtemps, c'est de créer un langage qui soit intuitif pour comprendre la structure harmonique. Et ça, c'est un autre aspect de la démocratisation de l'outil. Et quand tu comprends l'outil s'efface aussi. Donc, quand l'outil, on le comprend pas, on en parle, on dit c'est quoi, c'est de la techno, etc. Et puis quand l'outil devient intuitif, c'est plus de la techno, c'est un langage. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais Si, tout à fait, voilà. tout à fait. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a aussi un aspect, moi, qui m'a un peu fait travailler sur ce que j'ai fait dans Spherix. C'était la volonté de... En fait, ça répond un peu à ce que tu viens de dire aussi, sur l'aspect d'être invisibilisé et d'avoir un résultat qui fait vivre des émotions. Et en fait, moi, je m'y suis intéressé sur le résultat final, mais je me suis intéressé aussi sur la partie de la conception. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, dans le milieu artistique, il y a beaucoup de clichés sur les artistes. On dit beaucoup de choses. Des gens un peu paresseux, ils ont du mal à arriver tôt le matin, ils ont ceci, il y a plein de trucs qu'on entend tout le temps. Mais c'est infernal, en fait. Tout le monde était à l'heure ce matin. Ah bah nous, on était tous à l'heure. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de schémas qui sont dits. Et en fait, c'est complètement faux. Les artistes sont des gens qui réfléchissent, qui font des liens entre des éléments. D'ailleurs, ils sont souvent un peu bordéliques, ils mettent des chaussettes à côté d'un truc, et ça finit par être le film du tueur fou à la chaussette folle. Et en fait, il va se passer des choses, mais tout ça, c'est une créativité qu'on a besoin. Et moi, dans l'innovation que je mets en place avec Spherix, c'est que je voulais aussi que les gens qui conçoivent les jeux vidéo, les expériences vidéo, etc., il faut imaginer ce que c'est le niveau du son de ce qui existe aujourd'hui. C'est extrêmement énergivore. Et en fait, je m'intéressais tellement qu'à un moment donné, j'ai commencé à me former par curiosité, en fait. Je me suis dit, mais c'est juste
ingérable, c'est vraiment excessif au niveau des connaissances et des certifications nécessaires. Et je me suis dit, mais en fait, au final, le mec qui fait du son, il fait un boulot magnifique, il fait une qualité d'enregistrement de son, puis un mixage, etc. Et à la fin, c'était des moteurs normés, comme je disais là tantôt, qui restituent le contenu. Et ils sont en train de bidouiller pour essayer de trouver des solutions, parce que c'est des ingénieux, donc ils trouvent des solutions pour bidouiller ce qui existe. Alors qu'en fait, je me suis dit, mais si je leur donnais accès simplement à l'outil qui leur permette de juste se concentrer sur leur créativité. C'est ça. Et de plus commencer à bidouiller, mais de faire en fait. Vous voulez mettre le son comme ça, faites-le avec tel outil. Et tout est fait. Et Mettre la technologie au service de la créativité. mais oui, vraiment. elle s'effacera. Elle est pas là pour prendre de la place. Elle est là pour laisser s'exprimer les gens, quoi. Benoît, toi, est-ce que ça, d'une certaine manière, ça change ta manière de créer ou de produire? Est-ce que, tu le disais tout à l'heure, voilà, je m'informe, j'ai envie de peut-être me démarquer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà utilisé certains outils qui te permettent aussi un peu voilà, de te démarquer et de t'influencer Je pense que dans mon milieu, donc plus de la création de contenu, que ce soit des clips ou de la publicité par exemple, le gros enjeu dont tout le monde parle maintenant, c'est l'IA et l'IA générative. Je pense que c'est quelque chose qui, pour les gens de ma génération et de mon milieu, il y a une relation un peu spéciale entre fascination et en même temps de peur. Peur, oui, oui. Moi, donc, comme je disais tout à l'heure, je suis autodidacte, donc j'ai appris un peu à faire de la vidéo sur le tas grâce à YouTube, grâce au forum à l'époque. Et donc, forcément, j'ai eu toujours cette approche de c'est génial, il y a un outil qui va me permettre de faire des choses différentes et peut-être avec moins de moyens, ce qui est aussi quelque chose qui m'intéresse, puisque c'est malheureusement aussi dans les clips et dans tout ça, il y a de moins en moins de moyens qu'avant. Donc, si ça permet de faire des choses plus chouettes sans devoir avoir des budgets hollywoodiens, tant mieux. Et en même temps, il y a cette peur que ça vienne évidemment remplacer certaines parties du métier. Et notamment, on parlait du son. Et je sais que les studios son, notamment dans le milieu de la publicité, ils ont très peur parce qu'il y a des outils qui sont maintenant déjà très, très puissants. Là, on parle ici plutôt de génération, d'IA générative. Mais je parlais notamment de Suno, par exemple, qui est un site qui permet de Tout à fait, créer oui. des bandes son sur mesure. L'outil est déjà vraiment impressionnant et super puissant pour l'avoir testé. Et donc, d'une part, pour certaines choses, ça va être super parce que ça va pouvoir permettre à plein de gens d'accéder à quelque chose qui était jusqu'alors inaccessible. D'autre part, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur aussi parce que, par exemple, toutes les personnes qui composent de la musique pour la publicité ou peut-être pour des documentaires et tout ça, peut-être que pour toute une partie de leur travail, ça va venir remplacer ce Il travail-là. va falloir se réinventer. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il faut rester attentif là-dessus. Moi, j'ai cette envie de rester toujours sur la balle et de toujours être au courant de ce qui se passe. Et malheureusement, j'ai l'impression que j'ai pas toujours le temps. Ça avance tellement vite tous les jours, les pages que je suis. Et ça demande du notamment, temps de comprendre. sur l'IA toute tous les cette- jours, je vois c'est un nouvel outil, il y a cette nouvelle chose et tout. Et donc de pouvoir faire cette veille tout en continuant à faire mon travail et à assumer les projets que j'ai, c'est pas toujours évident. Donc j'ai l'impression que peut-être dans les équipes avec lesquelles, dans les boîtes de production et tout ça, il va bientôt vite falloir avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à l'innovation. l'innovation. Oui, par exemple, là, je parlais d'un clip sur lequel je vais peut-être travailler, où il y avait une envie de faire des effets spéciaux, de créer des effets apocalyptiques qui, en fait, demandent à l'ancienne, on va dire, des budgets qui sont assez importants qu'on n'a pas. Et la question que je posais aux producteurs était de savoir, est-ce que maintenant, avec l'IA générative, on pourrait faire quelque chose d'accessible et qui fonctionnerait? Et on était un peu incapable c'est probablement possible, mais on n'avait pas la personne qui pouvait nous dire oui, ça les gars, De si on référence, filme les choses comme ça, on peut rajouter ça. Donc je pense qu'il y a une place pour un métier, enfin en tout cas pour des gens qui vont endosser ce rôle bientôt dans cette industrie-là. Delphine, je pense que le Kik, cette année, déjà depuis 1 ou 2 ans, mais cette année encore plus, questionne justement cette IA. Ici dans le son, on le disait, maintenant des musiques complètes avec chanteurs, instruments, tout est fait par IA. Ça se retrouve sur des plateformes de streaming. C'est quelque chose qu'on questionne ici ce week-end aussi. Oui, complètement. D'ailleurs, l'année passée, la thématique était là-dessus, clairement. On questionnait justement le rapport à la vérité et à tout ce qui était faux. Ici, j'ai évoqué justement à dessein
la Convention UNESCO protection de la diversité culturelle, parce que quelque part, il faut protéger les créatrices, les créateurs, sinon il n'y aura plus de biodiversité. En fait, on peut faire vraiment cette analogie avec la protection de l'environnement. On est vraiment aujourd'hui sur la protection de la création, dans cet environnement qui s'automatise de plus en plus, qui montre aussi des effets absolument bluffants. J'étais à Londres juste avant le Kick, justement pour participer à un panel où les Britanniques s'opposent vraiment en militance pour vraiment défendre leurs industries culturelles et créatives, parce que eux sont aussi dans une posture qui est avec les États-Unis, qui est quand même un petit peu plus entre deux chaises, que nous en Europe on défend quand même vraiment la création, on est assez alignés les pays européens, mais au niveau de la Grande-Bretagne c'est pas forcément simple, puisque aux États-Unis on ne réfléchit pas du tout en termes de protection du droit d'auteur, des droits de la création, et donc nous je pense que c'est une force aussi de pouvoir agir en écosystème pour vraiment se rassembler et peser plus lourd dans ce débat-là, mais il faut quand même souligner que la Fédération Wallonie-Bruxelles est quand même assez protectrice de ses créateurs. Il y a d'ailleurs, je pense, un procès qui est en route. Disney et Netflix ont porté plainte contre la Fédération Wallonie-Bruxelles qui demandait trop de rétribution pour ses propres auteurs sur ces plateformes. Donc tous ces débats-là, il faut vraiment y être très attentif, dans la manière dont on va soutenir et faire évoluer la technologie aujourd'hui. En France, est-ce qu'on se sent aussi protégé en tant que créateur, de la même manière qu'on l'explique ici en Wallonie, où c'est vraiment on veut protéger ces artistes, ces créateurs? Alors en France, oui, il me semble, je peux pas répondre, je suis pas un expert. Non, mais un Le sentiment studio est par à Hong rapport, Kong oui. et l'IP est là-bas. Mais il y a des outils, oui, il y a des outils qui, pour la musique, on a été beaucoup aidé par l'INPI, par l'OMPI, etc. Les organismes liés à la propriété intellectuelle. Il y a la SACEM aussi. C'est une organisation mondiale, donc oui, c'est très très structuré, quoi. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit au niveau de l'outil de l'IA. Il y a au niveau de la musique, moi je trouve que l'IA, ouais, il y a le business, etc. Mais au final, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie que quelqu'un fasse la musique à ma place, ou est-ce que j'ai envie de la faire moi-même? La musique, c'est l'émotion. C'est le spiritus. Si tu composes une musique avec ton cœur, bah voilà, tu préfères que les gens écoutent ça plutôt qu'un truc généré par l'IA, etc. On sent que c'est l'artiste qui parle derrière Ouais, et pas le financier. Non, mais tout dépend des profils. Hein. Et ça pose la question du bonheur. Ouais. C'est la question du bonheur. On rentre dans une économie du bonheur où l'éducation est quelque chose de fondamental. Il y a un économiste qui s'appelle Léoné Fiodo qui en 2004 écrit un bouquin qui s'appelle Le 6e cycle de Kondratiev. Il dit on rentre dans le 6e cycle de Kondratiev, qui est l'économie du bonheur, où l'éducation va jouer un rôle principal. La santé psychologique, la santé spirituelle, etc. Ou apprendre, etc. Ben voilà. Et il y a un autre truc, c'est l'humanisme aussi. C'est-à-dire, quand on a cet outil qui est ultra performant, qui peut nous aider à réfléchir, eh ben, est-ce qu'on va placer l'humain au centre de ça? Est-ce qu'on va placer le business au centre de ça? Est-ce qu'on va placer notre ego au centre de ça? Est-ce qu'on va placer le partage au centre de ça? C'est toute une question. Et juste un autre truc sur l'aspect technique. Par exemple, de manière très technique, sur les VFX, par exemple. C'est un des domaines les plus techniques et les plus compliqués dans la production visuelle. Moi, je travaille beaucoup sur un outil qui est hyper complexe, qui s'appelle Houdini, qui permet de faire des explosions, du pyro, etc. Et ben, il y a tout un aspect technique que l'IA aide énormément, en fait. C'est-à-dire, tu vas avoir des assistants qui vont t'aider à faire des choses ultra compliquées, et ça c'est un truc qu'on n'entend pas forcément beaucoup sur les panels, mais dans les milieux experts c'est une petite révolution et tu peux pas être contre ça. Et nous dans notre domaine qui est l'autre domaine qui est l'éducation musicale, mais c'est un truc de zinzin, ça ouvre des champs incroyables, quoi.
Mais en fait, c'est génial parce que moi, mon parcours à la base, c'est les effets spéciaux cinéma. Donc, moi, Myriam Creative Lab ne fait pas du tout du son initialement. Et en fait, je viens de copiloter un événement qui s'appelle les IA Days à Louvain-la-Neuve. Je suis professeur à l'IAD et j'ai un mandat de réflexion sur la pédagogie et les IA, etc. Et bon, voilà, je ne vais pas aller dans le détail, c'est encore une fois un peu compliqué. C'est très, très, très touchy comme sujet. Par contre, c'est extrêmement pertinent ce qui a été dit ici. Et effectivement, et tu l'as très bien dit à un moment donné, tu as utilisé au pluriel les IA et tu as parlé de l'IA générative. Et en fait, les IA, on ne sait pas de quoi on parle quand on en parle. Et sur un plateau comme ici, ce serait même difficile d'avoir le sujet. Mais C'est compliqué. par c'est contre, vrai. il y a un élément qui est très important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une évidence sur... Alors, je ne suis pas du tout fataliste sur les IA en disant que c'est nécessaire. C'est un vrai choix de l'utiliser, c'est un vrai choix de ne pas l'utiliser. On est tous un peu schizophrènes quand on Alors, parle nous, on est des 14 IA, dans ma je te tête, trouve. hein. Je le dis souvent et ça refait sourire, mais je dis souvent qu'on est 14 dans ma tête. Je suis pas d'accord, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut y aller, mais pas comme ça. Il faut le Faut bien faire, mais changer. C'est attention comment. difficile, hein. Et en fait, il y a des termes qui ont été utilisés, les effets spéciaux. Il faut savoir que Runway et Lionsgate ont fait un partenariat en Amérique. Ça fait 15 mois qu'ils travaillent. C'est un échec total de la génération des fixes en effets spéciaux. C'est totalement un échec. Ça ne correspond pas aux normes de cinéma. Enfin bref, il y a des tas de choses qui fonctionneront pas. Et je rappelle juste un truc. Que ce soit Suno ou que ce soit la génération d'images vidéo, est-ce qu'à un moment donné on est prêt à aller dans des salles de cinéma où il y a déjà presque plus de projectionnistes, voir des machines diffuser du contenu de machines? Absolument pas. En fait, je pense vraiment que le public n'est pas du tout chaud pour ça. Par contre, l'expérimentation qui se fait beaucoup pour le moment et les contenus IA qui sont générés, et je vais pas m'attarder sur le sujet des IA qu'on voit beaucoup passer sur les petits médias, les trucs qui m'ont fait pleurer comme le style Ghibli qui a été copié par une IA, etc. Moi j'ai pleuré ce jour-là, hein. Je me suis dit, mais on en est vraiment là, quoi. On est en train d'instagramiser la vie professionnelle des artistes. Mais par contre, en tant qu'outil, alors là, il faut se réveiller. Il y a des tas d'outils. Il faut savoir que du neuronal en IA, il y en a. Alors dans les termes comme ça, il y a le Gaussian splatting, il y a la vidéogrammétrie. Il y a des tas de choses qui vont sortir qui sont vraiment extraordinaires, mais qui volent rien à personne, qui travaillent pas du tout sur l'externe en data, etc. Et qui travaillent en interne sur votre machine, comme une carte graphique travaillait sur un rendu 3D. Et il n'y a rien de dangereux là-dedans. Beaucoup plus dangereux une fois qu'on commence à aller dans le data center, qu'il y a des problèmes de consommation. Et on parle, dont tu disais, dans la protection de l'environnement, la biodiversité. C'est jamais été aussi vrai en fait. Créativité, biodiversité, aujourd'hui, avec les IA, c'est un vrai sujet qui se lie très 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 fort. Ouais, donc finalement, la tech pour la tech, non. Jamais. Jamais. Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce talk. Mais avant de le clôturer, Delphine, pour ceux qui veulent venir sur le Kik ce week-end, comment ça se passe? Peut-être les quelques infos à donner. Oui, tout à fait. Donc vraiment grand bienvenue. Bon, habillez-vous. Oui, il fait un peu frisquet, hein, on doit bien l'avouer. Là, à 9h du matin, il fait pas très chaud. Voilà, mais ce week-end, c'est essentiellement le parcours d'artistes numériques dans la ville, le Kik in Town, puisque ça, c'est vraiment aussi une spécificité du Kik, on est le plus grand parcours d'art numérique urbain. Et donc là, vraiment... Une trentaine d'œuvres, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, tout plus à ou moins, fait, ouais. dans une vingtaine de lieux. Donc toute la journée, le samedi, le dimanche. Donc vous vous présentez au niveau des points de vente. On a un point central ici, là où on est pour le moment à la place d'Armes. Voilà, et il y a le Kik Market, évidemment, qui va courir aussi tout le week-end. Kik Mais Market, donc, où on retrouve des startups. Tout à fait, on retrouve ici Cinégramme. Pierre et Shadi. Vous pourrez venir les rencontrer et tester vraiment les innovations dans le domaine du son. On a aussi un print market aussi. On a réitéré ça depuis l'année dernière. Donc des créateurs plus dans le domaine de l'image, du design, etc. Mais donc voilà, ça va courir vraiment tout le week-end. Évidemment, aujourd'hui, on est évidemment encore ouvert avec des conférences qui courent toute la journée jusque ce soir. Les conférences, il n'y a plus moyen de s'inscrire. Par contre, j'imagine que beaucoup sont sold out. Alors les conférences, il y a peut-être encore moyen Quelques places. si vous pouvez vous présenter. Et donc voilà, donc jusque dimanche soir, il y a le petit effet FOMO quand même parce que le Kik ça dure que 4 jours. Et donc quand on voit la diversité de contenu, voilà, c'est vraiment du condensé, mais il faut essayer de ne pas louper parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai déjà fait un petit tour avantage de la presse. On a eu une petite conférence, donc on est allé voir quelques installations. C'est comique parce qu'on a vraiment des choses très technologiques, très poussées, où on se dit waouh, enfin, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est génial. Et à côté de ça, vraiment du low tech, des choses où on se dit mais finalement, il y a aucune technologie, et c'est ça qui est génial aussi. Oui, c'est ça, et c'est dans toute la démarche, et puis l'esthétisme aussi, hein, la poésie.
C'est ça. Vraiment, et de nouveau, on repique sur l'émotion, et c'est ça l'important, et quelle que soit la manière de L'émotion est toujours dans d'exposer toutes les l'émotion, œuvres, c'est voilà, vrai. exactement. Justement, vous, est-ce qu'il y a une conférence, une œuvre ou quelqu'un sur le Kick Market que vous souhaitez vraiment voir ou rencontrer ce Moi, je voudrais week-end? rencontrer Pierre. Moi, j'aimerais bien te rencontrer. On va se rencontrer tous les deux après. C'est pour un café tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous inscrire à une conférence ou Alors moi non, en fait, comme je suis un peu tout seul, j'ai Tout quelqu'un seul. qui vient un peu m'aider de temps en temps, mais c'est vrai que du coup je ne vois pas les conférences. J'étais plutôt spectateur avant, et là c'est d'être sur le plateau, à un moment donné, on ne sait pas aller partout. Et toi, tu me disais, tu ne restes pas. C'est aujourd'hui que je vais faire un petit tour. J'ai Ok. pas pris le temps encore, donc Voilà. mais j'ai hâte. Pareil pour toi, Benoît. Oui, moi je suis venu de manière très spontanée, donc. T'as pas regardé le programme. J'ai regardé en diagonale, donc voilà, je suis prêt à me laisser surprendre. Ok. Il y a des conférences qui t'intéressent ou même. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, je crois qu'il y en a une sur le thème de African Intelligence, c'est possible. Mais ça, le thème m'a parlé, donc je sais pas s'il y a encore de la place et c'est possible d'y accéder, Absolument. mais en tout cas, À la c'est un peu celle qui a retenu mon attention. On te trouvera une petite place, apparemment. Il y a une installation qui s'appelle le mur du son, c'est ça? Oui, j'ai été la Je voir. trouve le nom génial et j'aimerais bien aller voir ça. C'est impressionnant à Ouais, voir. ouais. C'est un mur de boîtes en carton Ouais. de 20 mètres de long sur 6 mètres de haut, si je dis pas de bêtises, avec tous des petits moteurs qui ont été installés sur ces boîtes et des petites balles, genre de petites balles de ping-pong comme ça, qui ont été reliées à ces petits moteurs et qui bougent tous d'une manière un peu différente. Et donc, ça recrée un univers sonore. On a l'impression un peu d'une tempête ou pré-orage comme ça. Et finalement, on se laisse bercer par ce son. Et oui, le côté émotionnel est vraiment là aussi. Donc voilà, ça, c'est à faire. Peut-être vous inviter à monter jusqu'au pavillon parce Aussi. on inaugure une toute nouvelle expo à l'occasion du Kick. C'est un hommage à Vivien Robot, donc un artiste numérique belge ici qui expose toute une exposition, donc qui prend vraiment possession de tout le pavillon. Et le pavillon fait partie vraiment intégrante du Kick in Town. Le pavillon, petit rappel, c'est le pavillon de la Belgique de l'Expo universelle de Milan 2015 qui a été démonté à Milan, remonté ici sur les hauteurs de la Citadelle et qui vit toute l'année. Donc on a cet esprit Kick toute l'année à travers les créations artistiques à la fois internationales et évidemment locales qu'on met en lumière au pavillon. Donc vraiment aussi, n'oubliez pas sur votre liste, si vous avez le Ça va. temps, Le pavillon. de Même monter si jusque-là. l'expo dure plus longtemps que le Kick. Alors elle. l'exposition va durer quelques mois effectivement, mais elle vient tout juste d'être inaugurée et donc je pense qu'on est vraiment dans les premiers jours, donc ne Tant ratez qu'on pas y ça. est, Oui, montons. Enfin, je ne profitez-en. sais pas si le téléphérique fonctionnera aujourd'hui. Alors je sais pas vu les trop grands aujourd'hui, vents. Benjamin On est verra. parti, donc voilà, on va voir. On un peu. verra. Eh bien voilà, un tout grand merci en tout cas à tous Merci les pour la quatre Merci à vous. voilà, pour le réveil matinal, mais ces conversations super intéressantes et enrichissantes. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous on se dit rendez-vous le mois prochain, le 28 novembre exactement à midi. On sera dans nos studios. Cette fois-ci, on parlera de sécurité et de défense 4.0, un thème totalement différent. Voilà, eh ben, on se dit à bientôt. I can see you're skeptical. You can have a little faith